d'un pôle à l'autre, donc dans la tête d'Olivier Poivre d'Arvor. Donc c'est une séquence tout à fait exceptionnelle qui va venir conclure donc la 9e édition de Neuroplanète. Olivier Poivre d'Arvor donc est diplomate, écrivain, homme de radio, ambassadeur des pôles et des océans, président du musée de la marine, et il prépare actuellement la 3e conférence donc des Nations Unies sur l'océan qui aura lieu à Nice en juin 2025. Donc, comme je vous le disais, c'est une rencontre tout à fait exceptionnelle avec un homme aux 1000 vies. Vous venez également de publier 2 étés par an, un ouvrage que vous dédicacerez donc au terme de notre session. Nous sommes également très heureux donc d'accueillir Richard Chemla, donc maire adjoint à la santé, à l'écologie, au bien-être, à la protection animale, chargé de mission également pour la coalition internationale des collectivités pour la protection de l'océan. Et ce très bel échange va être animé par Valérie Toragnan, directrice de la rédaction Au Point. Valérie, c'est à vous. Merci beaucoup, merci à tous d'être présents aujourd'hui avec nous. Je pense qu'on va passer un moment assez fantastique avec nos 2 invités, avec vous d'abord Olivier Poivre d'Arvor, et vous allez nous raconter vos multiples vies parce que c'est assez fascinant. Et vous allez nous expliquer comment votre cerveau arrive à connecter toutes ces vies ensemble, parce qu'ici, il faut toujours un petit rapport avec le cerveau. Et puis alors vous, Richard Chemla, vous êtes la voix de la mer, donc on voit bien les passions, les passions qui unissent les 2 hommes que vous êtes, qui se ressemblent. Mais j'ai envie de commencer parce que ici, honneur au livre et place au livre toujours, et vous venez d'écrire un livre 2 étés par an. Vous nous direz pourquoi 2 étés par an, ça semble presque évident, mais quand même, il faut rappeler. C'est une fable sur l'océan, les pôles et la planète en 2050. Et alors, vous faites d'un couple de sternes arctiques les personnages principaux de ce voyage. En fait, j'allais dire, ces 2 oiseaux migrateurs acceptent d'être accompagnés dans leur voyage par un homme de 90 ans. À part l'âge, il vous ressemble pas mal. C'est un diplomate, c'est un écrivain, c'est un homme qui extrêmement inquiet et touché par l'avenir de la planète. Et alors, c'est une très belle idée. On pense au merveilleux voyage de Niels Holgersson à travers la Suède. C'est une très belle idée parce que ça nous permet d'abord de faire ces 90 000 kilomètres, et puis ça nous permet de contempler cette planète avec ses beautés et ses fragilités et tout ce qui est à l'œuvre dans la destruction déjà apparente. Et puis ça nous permet, parce que vous êtes très érudit, de faire aussi un voyage à travers l'histoire, à travers des séquences de notre histoire qui sont des moments de notre patrimoine, et c'est vertigineux de voir aussi tout ce qui pourrait disparaître. Donc pourquoi avoir choisi de faire ce fabuleux voyage, le vôtre, en escadrille avec ces oiseaux? Et surtout, vous dédiez ce livre aux 400 milliards d'oiseaux, nos meilleurs amis. Alors, il y a 3 questions. Premièrement, pourquoi les oiseaux? Deuxièmement, pourquoi cela? Et troisièmement, pourquoi ce sont nos meilleurs amis aujourd'hui que nous nous interrogeons sur l'avenir de notre planète? Merci d'abord de nous accueillir, de m'accueillir avec Richard Chemla. Merci Au Point, qui, il y a quelques jours, à Saclay, a fait un travail exceptionnel sur la science et qui, aujourd'hui, à Nice, depuis 9 ans, je crois, avec la ville de Nice, et je voudrais remercier aussi. Et puis merci à vous toutes et à vous tous, parce que ça fonctionne, parce qu'on est en arène et on est ensemble. Et je voulais juste vous dire une chose, c'est que nous sommes beaucoup moins nombreux que les oiseaux. Nous sommes, évidemment, nous allons devenir 10 milliards, ce qui paraît beaucoup en 2050. Mais les oiseaux sont c'est vraiment au doigt mouillé, c'est entre 200 et 400 milliards. Alors pourquoi les oiseaux ? Parce que je ne sais pas si certains d'entre vous dans cet amphithéâtre ont rêvé de voler. Moi, j'ai eu, me semble-t-il, car la reconstitution par les romanciers, il faut toujours s'en méfier. Je me souviens de rêves par 2 fois où, m'élançant d'une falaise, j'ai réussi, je devais avoir 20-25 ans, à voler par 2 fois. Et 2 fois de manière très continue, la même semaine. Et ça m'a vraiment complètement troublé. Rien ne m'explique ce rêve. C'est des rêves qui, semble-t-il, d'après les psychanalystes, sont relativement fréquents. Mais j'en ai gardé l'émotion qui m'habite à chaque fois que je vois un moineau, un pigeon, un corbeau, un perroquet un peu moins, une sterne arctique. Et
avec le temps, avec l'âge et avec les fonctions, puisque en effet, je suis aujourd'hui ambassadeur des pôles, donc mon boulot consiste à aller de l'Arctique à l'Antarctique, et puis des océans, donc de passer par les océans. J'ai l'impression de voir un certain nombre de choses éparses, de rencontrer tous les scientifiques du GIEC qui me racontent semaine après semaine la fonte du Groenland, la fonte de l'Antarctique, et donc des données scientifiques que j'ai voulu en fait projeter sans exagération, sans catastrophisme, parce que la vie est belle et que de toute façon on ne survivra pas, mais d'autres nous succéderont. J'ai voulu raconter ce monde de 2050 tel que je pense que les preuves scientifiques nous le décrivent. Mais comment le faire sans être ennuyeux, sans être soit ni le patron total, ni un environnementaliste très radical. Et j'ai pensé que ceux qui, peut-être en 2050, pourront nous dire exactement ce qu'est le monde, ce sont ces sternes arctiques. Les sternes arctiques, donc pourquoi les sternes arctiques ? Parce que ce sont les oiseaux ce sont les animaux, ce sont les êtres, j'ai dit humains maintenant tellement je suis attaché, qui volent le plus. Ils font 40 000 km en effet à l'aller, 40 000 au retour. Et quand on continue à dire cervelle d'oiseau, étourneau, tête de linotte, tout ça est à proprement scandaleux et c'est typiquement humain. C'est que nous nous projetons avec notre cerveau, notre conscience, notre croyance dans l'intelligence. Nous nous projetons en disant l'animal, alors il y a la pieuvre est intelligente de temps en temps, le dauphin est intelligent. Mais les oiseaux, mais j'ai passé pas mal de temps à les étudier puisque j'ai voulu voler avec eux et donc dans ce récit je vole avec eux. Les oiseaux ont quand même sur nous d'immenses avantages, on pourra peut-être revenir dessus, la vision chromatique. Et puis ces deux-là, enfin, ce couple d'oiseaux, a ce mérite extraordinaire de faire pendant 30 ans la durée de la vie d'un couple. Et alors la grande différence, c'est que les oiseaux sont très fidèles, ce sont des gens bien. Les poissons, je ne vous les conseille pas. C'est ce mélange, mais là, toutes espèces confondues, sans d'ailleurs apparemment prendre beaucoup de plaisir, parce que tout ça c'est un tourbillon d'ovules et de spermatozoïdes, et tout ça n'a tout ça est vraiment pas sérieux, mais les oiseaux sont très fidèles, et mon couple d'oiseaux, Lily et Jet, sont très fidèles, sauf que comme tous les oiseaux, ils volent séparément, ils font leur migration séparément. Et donc, la chose la plus difficile pour moi, c'était de savoir si, en tant qu'oiseau, j'allais voler avec le garçon, Jet, ou avec la fille, Lily. D'accord. Et alors, il y a quelque chose aussi qui nous rattache, et peut-être y avez-vous aussi songé en écrivant ce livre, aux oiseaux, c'est le fait que ce sont quand même les plus anciens animaux. Ils sont issus de la famille des dinosaures, donc ce sont des animaux préhistoriques. Alors, voilà, regardez notre monde qui est un peu, hélas, en décomposition à travers aussi ces espèces qui attestent de la vie qui existe depuis des millions d'années. C'était aussi... Oui, il faut le rappeler, c'est ce qu'on appelle aviès. C'était au moment, alors on parle toujours des grandes glaciations, du grand réchauffement climatique. Alors évidemment qu'il y a eu dans l'histoire du monde, les climato-sceptiques vous expliquent qu'il y a déjà eu ça. Bon. Enfin, la grande différence, c'est qu'à l'époque, les dinosaures n'étaient pas la responsable du changement climatique. C'est pas eux qui ont... Voilà, donc ils n'avaient pas eu encore l'idée d'extraire les énergies fossiles. C'est nous, d'ailleurs, en 1850, quand d'ailleurs Herman Melville raconte de Moby Dick, la chasse à la baleine. Il est très pour la chasse à la baleine. Ça permet d'éclairer les bougies à l'époque, la lumière, l'huile. Et c'est à ce moment précis, quand Moby Dick est écrit, qu'on découvre les premiers champs d'énergie fossile aux États-Unis. Tout ça pour revenir au fait que, en effet, les oiseaux sont les seuls survivants des dinosaures, des pétras. Je ne suis pas très spécialiste de tous ces animaux. Mais en tout cas, c'est les seuls survivants et qu'ils ont eu l'intelligence de s'adapter. Les dinosaures ne volant pas, ils ont donc réduit de volume de manière très considérable et ils ont volé. Donc ça prouve la capacité d'adaptation. Et en effet, un cerveau d'oiseau, ça dépend, les corbeaux, mes sternes, c'est des petites noisettes. Mais avec une... Alors, je suis devant un grand médecin, donc je vais peut-être dire des bêtises. D'intervenir. Avec une densité de neurones absolument extraordinaire, plusieurs milliards de neurones, qu'ils sont capables, à mon avis, de faire beaucoup plus que nous et de nous survivre. En tout cas, ils sont plus nombreux. Est-ce que vous diriez ça ? Est-ce que c'est leurs cerveaux qui ont permis à ces animaux préhistoriques d'être encore parmi nous aujourd'hui ? D'abord, c'est toujours le cerveau qui permet de survivre. Mais je voudrais d'abord vous dire une chose, je voudrais remercier Le Point, moi,
Parce que quand j'ai rencontré Olivier Poivre d'Arvor, je l'ai rencontré dans une grande salle de la métropole pour parler, il venait nous présenter le futur événement qui va se passer chez nous, Océan 2025. Et j'ai dit, un ambassadeur de plus. Et puis, parce que je suis un semi-professionnel, je savais qu'on allait se rencontrer, donc j'ai pris son livre, je l'ai acheté 2 étés par an, et je ne l'ai pas quitté, d'un trait d'aile, d'un bout à l'autre. Et j'ai découvert, je dis il est schizophrène, j'ai découvert une sensibilité, une façon d'être, une compréhension. On est en 2050, je veux bien, mais une critique. Alors ça, faudra en parler des institutions, qu'on va pas assez vite, pas assez loin. Et quelque part, l'adjoint que je suis et qui veut défendre les Niçoises et les Niçois et les métropolitains était un peu rassuré. Je dis c'est pas possible qu'on puisse pas construire quelque chose. Ça c'est une parenthèse, je la referme vite. D'Océan 2025. Donc merci d'abord de cette sensibilité, pas sensiblerie, sensibilité, et merci de la garder. Je ferai tout, en tout cas, pour qu'elle puisse s'exprimer dans Océan 2025. L'autre volet, c'est vous avez dit, oui, bien sûr que les oiseaux, moi j'adore les oiseaux, et comment, je les aime aussi quand même par tristesse. Quand vous ramassez, parce que quelquefois ça arrive, un oiseau qui est mort de froid, qui est tombé, qui s'est cogné sur une, vous le prenez dans la main. Et là, vous avez toute sa puissance, il n'a pas de poids. Vous savez que l'oiseau a des os qui sont creux, pour pouvoir mieux voler. Il calcule au maximum son poids. Ils ont une façon d'être. L'oiseau est capable, certaines races, de protéger leur nid, d'aller très loin pour lorsqu'il y a un prédateur. Enfin, on peut même parler des frégates, certains oiseaux qui ne peuvent pas se tremper dans l'eau, et donc des oiseaux marins qui vont aller chasser. Il y a toute une façon d'être. L'oiseau, c'est quelque chose d'un peu, comme vous l'avez dit, c'est des descendants des dinosaures. Mais en gros, c'est quoi ça? C'est la nature qui est sous nos yeux et qu'il faut savoir interpréter avant qu'on arrive. Je vous disais là, je vous propose, quand la conférence sera terminée, lorsque vous aurez pris quelques livres de Olivier, de traverser la promenade des Anglais et de voir la mer. Ah oui, parce que vous m'avez dit commence un peu à se déchaîner. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel, ouais, parce que c'est le commencement de la chaîne alimentaire. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle, ce que les humains appellent, c'est du mauvais temps. Mais c'est un terme d'humain. C'est du très beau temps. Pourquoi? C'est du très beau temps parce que là, la mer est en train de s'élever. Les anglo-saxons appellent ça des upwellings. Il y a des remontées de nutriments du fond de la Méditerranée. Le soleil est là. C'est pour ça que les Niçois disent on ne peut pas se baigner parce qu'il fait beau pour eux. La mer est mauvais temps, mais il fait beau. Et en fait, tout est installé. C'est-à-dire que le soleil, les nutriments, le premier stade de la chaîne alimentaire, c'est le phytoplancton, c'est sa salade de mer. Demain, après-demain, il va y avoir du zooplancton, tous les petits animalcules, tous les poissons, tous les vertébrés, les invertébrés sont dans zone de zooplancton, qui vont se développer, qui vont être mangés par des sardines, par des anchois, par des sards, qui vont être mangés par des thons, par des espadons, par des... Voilà. Vous avez ce soir, aujourd'hui, sous les yeux, le début de la chaîne alimentaire. Elle n'est pas belle, notre nature? Et c'est ça qu'il faut protéger. Bien sûr, il faut la protéger parce qu'on se protège, même en étant égoïste, en protégeant la biodiversité. Pourquoi la biodiversité? La biodiversité, c'est la phrase classique, vous savez, le schéma classique, un énorme château de cartes. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que l'homme n'est pas... Au début, on nous apprenait en haut du château de cartes. Ben, l'homme, il est quelque part au milieu du château de cartes. Vous avez vu l'intelligence des oiseaux. Et on va enlever des cartes, on fait disparaître comme ça des centaines et des centaines de milliers d'espèces. 60% des espèces ont disparu. Et nous, quelque part, on est dans ce château. Et à un moment donné, il va s'effondrer. Donc, non, protégeons la biodiversité parce que ça nous protège aussi. Est-ce qu'on a étudié particulièrement le cerveau des oiseaux, les espèces, et qu'est-ce qu'elles ont à nous enseigner aussi à la recherche, à la recherche sur les maladies, sur la neurologie? Qu'est-ce que les oiseaux nous apprennent? Les Américains et les Canadiens que j'ai rencontrés, notamment des spécialistes des océans arctiques, oui, c'est relativement facile d'étudier puisque bon, soit à partir de fossiles d'ailleurs, on peut reconstituer tout un schéma, un tracé d'une espèce, soit évidemment parce qu'il y a des oiseaux qui meurent et donc on peut analyser facilement. Dans ce qui est frappant de voir, c'est que on a d'ailleurs cette espèce d'idée qu'il faut avoir une grosse tête pour avoir un gros cerveau pour être très intelligent. L'intelligence ne se résume pas. D'abord, il y a l'intelligence telle qu'on la pense, nous, qui était un peu un système de valeurs. On dit il est intelligent, il n'est pas intelligent, mais bon, il y a le comportement. Pour moi, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Et quand ces sternes arctiques, qui sont en train de nicher au Groenland, en gros, ils y sont à partir du mois de mai au mois d'août. Maintenant, évidemment, avec la fonte des glaces, ces dates bougent un peu. Donc, ils nichent. Ils ont une capacité d'ailleurs de pondre des œufs parfois de couleur verte pour les cacher
dans la mousse, dans ce qu'il y a de visible, de végétal dans le Groenland ou dans les pays arctiques, pour pas que les squaux, d'autres oiseaux viennent les attaquer. Et donc, là, ils viennent, pourquoi, qu'est-ce qui les meut dans le fond? Et c'est ce qui fait qu'on aime Nice, quoi. C'est parce que il y a de la chaleur, il y a de la lumière, ils ont besoin de ça, chaleur, lumière et nourriture principalement. Donc c'est ces qualités qui font qu'ils vont rester là. Et tout d'un coup, quand ils sentent la température qui bouge, ils vont entreprendre un voyage invraisemblable. Alors, comment vous expliquer que ces oiseaux, depuis des millénaires, font la même route, se séparent à un point précis. Ça bouge un peu, mais à travers le temps, c'est souvent au large de l'Écosse, pour faire le même chemin, 40 000 km, comme ça, à vue de nez, avec ce sommeil paradoxal qui font qu'ils vont pas se poser. Ils vont se poser peut-être 20 à 30 fois, pas plus, pendant tout le trajet. On le sait depuis peu de temps, en fait. On le sait parce qu'on les a évidemment équipés. Donc c'est très très nouveau, hein, cette découverte-là, en effet. On pensait qu'ils faisaient 20 000 km, ils font 40 000 km. Et surtout, la magie, c'est que ce langage des oiseaux, alors on peut considérer que c'est pas un langage, c'est de la communication, mais qui font que Jet et Lily et tous les couples, par un simple cri, au milieu de dizaines de milliers d'autres sternes, vont se reconnaître, vont se retrouver. Et vont donc passer le second été par an en Antarctique. Et là, l'Antarctique, c'est génial parce qu'il y a moins de dégâts, il y a un peu moins d'énergie fossile, il n'y a pas le commerce, il n'y a pas les êtres humains, il n'y a pas, il n'y a pas tout ça. Et le résultat, c'est que l'océan austral est riche en krill et en légine. La légine, c'est un poisson absolument délicieux, mais il se baffre de krill. Et alors le krill, apparemment, donne une énergie, qui fait qu'ils vont 2 fois plus vite pour rentrer. Et ils font ce mouvement, là, voilà. Ils ont dans certains des cristaux de magnétite. Donc c'est vraiment une sorte de boussole, de GPS qui va ainsi les guider. Alors il y a des soucis aussi parce qu'on sait que le pôle varie, magnétique, et donc quelquefois justement ils peuvent donc avoir ces problèmes. Mais malgré cela, ils arrivent par certains repères, certaines zones. Donc c'est vraiment c'est le respect. C'est vraiment le respect de la nature, toutes les êtres. Vous savez, avant de venir, je regardais, est-ce que j'allais vous parler de que tout ce qui est marin? Mais même les arbres doivent faire du respect. Vous savez, quand il y a une biche ou quand il y a une chèvre qui va manger les feuilles d'un arbre aujourd'hui, l'arbre va se laisser manger ses feuilles, il ne va pas bouger, mais par ses racines, il va passer un message aux autres arbres pour que les feuilles des autres arbres, on le sait maintenant, la sève devienne amère. Et nous, on pense que l'arbre est bête. Je reviens sur... Vous voyez, c'est cette notion incroyable de nature qu'on doit apprendre tous les jours. Et apprendre surtout, c'est notre rôle, nous, d'éducation et de sensibilisation aux enfants. C'est un livre de grammaire. On peut parler français, mais on peut faire des fautes de liaison, de conjugaison. Mais si par contre on connaît le livre de grammaire, qui est l'écologie, qui est notre environnement, dont on s'est éloigné, alors là c'est merveilleux. Moi je dis, quand j'étais associatif, on demandait à des enfants, dès qu'ils arrivaient sur le quai du port, comme un jour comme aujourd'hui, d'où vient le vent? Sur 10 enfants, 8 ne savaient pas. Il y en a même un qui me répondait, mais il n'y a pas de climatiseur, comment veux-je que je vous le dise? Vous voyez? Et c'est ça qu'il faut apprendre. D'où vient le vent? Sortez tout à l'heure et vous allez me dire, est-ce que c'est un vent de sud-est? Allez, je vous donne une réponse. Ou un vent d'ouest. Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est tous les jours reconstruire cet éloignement à la nature, s'y rapprocher, parce que c'est notre source. C'est pour ça qu'on est là, c'est parce que c'est bien, ça fait du bien, on en reparlera, la beauté de la mer, un dauphin, vous avez parlé de sommeil, un dauphin ne dort jamais. Alors, le dauphin, c'est une respiration pas automatique comme nous, là, on ne voit pas qu'on respire, c'est automatique. Le dauphin, c'est obligatoire, c'est lui qui dit « je respire ». Donc, il ne dort jamais, parce que s'il dort, il se noie, c'est un mammifère. Et donc, il va basculer tout son système cérébral de lobe gauche, enfin, je vais simplifier, du cerveau gauche au cerveau droit, vous imaginez? Donc, un coup, c'est le cerveau droit qui va dormir, qui va se reposer, on a vu l'importance du sommeil pour l'intégration de sa vie, et puis, hop, il va passer sur la gauche. Et nous, on pense que le dauphin, vous voyez, c'est un animal simple. Il va sortir de l'eau, il a des muscles qui sont cristallins, vont lui permettre de voir aussi bien sous l'eau qu'à l'extérieur. Et nous, regardez-moi, avec les lunettes et les spots, je ne vous vois pas. Et on pense que le dauphin, vous avez parlé tout à l'heure de là, puis on pourrait continuer comme ça. Les animaux, la nature, nous donne tous les jours des leçons, et nous, on est là, croyant que nous sommes les meilleurs et en haut d'une pyramide qui est en train de s'écrouler. Olivier Pavard d'avant, oui. J'écoute Richard avec bonheur. Cette pyramide est en train de s'écrouler. Pas du tout, il faut qu'on reste optimiste en sortant de cette pièce. D'abord, la seconde respiration que je viens de faire, elle est due à l'océan. Donc l'océan, merci l'océan, puisqu'il nous produit l'oxygène nécessaire pour la seconde respiration, l'autre,
elle vient de la Terre, mais l'océan, s'il n'y avait pas d'océan, on ne respirerait pas. Deuxièmement, puits de carbone extraordinaire. Si on n'avait pas l'océan, on serait alors là, pour le coup, tous à moins 10 degrés, plus 10 degrés. Ceci dit, quand même, pour vous rassurer, surtout ici, dans cette belle ville de Nice, on est parti pour le 4 degrés en 2100. Donc préparez-vous, n'achetez pas de maison à l'île de Ré, pardon pour l'île de Ré, mais bon, ça va monter. Moi, en 3 ans de mission en Antarctique, la dernière mission que j'ai faite, c'était il y a maintenant quelques semaines avec Thomas Pesquet pendant 1 mois en Antarctique. J'aimerais bien que vous nous en parliez un peu des résultats de cette mission, parce que vous avez communiqué à l'issue de cette mission. Oui. Et vous étiez assez alarmiste, assez inquiet. Alors bon, quand même vous donner les chiffres, hein, mais une fois de plus, c'est pas du jugement, mais c'est ce que les scientifiques nous montrent. En gros, il y a un système qui s'appelle l'hydrosphère. Il faut penser ça de manière... Il faut penser ça ensemble. Les fleuves, les zones humides. D'ailleurs, à Nice, vous pouvez ça penser très très bien. Tout le système hydrique, les fleuves, les pôles, c'est la même affaire. C'est 80% de la planète, ça. Hein, donc on parle de ça. Nous, la Terre, c'est 20%, c'est ridicule. Et en plus, en 2100, ça ne sera pas 20%, ça sera 18% de la Terre, puisque avec l'élévation du niveau de la mer, la Terre s'enfonce. Il y aura quand même 15 États qui auront disparu, principalement dans le Pacifique, mais aussi dans l'océan Indien. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est par ce réchauffement climatique, par donc la production de gaz, d'émissions de gaz à effet de serre, le Groenland, l'Arctique, se réchauffe 3 fois plus vite qu'ailleurs. L'Arctique, c'est la différence avec l'Antarctique. L'Arctique, d'abord, c'est au nord, c'est une mer avec des pays autour, gérés par des pays qui s'entendent plus ou moins bien, parce qu'il y a la Russie, les États-Unis, enfin bon, c'est un peu compliqué. Mais enfin, il y a une petite mer. Cette petite mer est un Eldorado économique incroyable, puisqu'il y a environ un tiers des hydrocarbures du monde qui s'y trouvent. Les Russes, 20% de leur, 18% de leur PIB. Et puis, il y a une perspective, vivement le changement climatique, disent certains, parce que si les Houthis continuent à tirer, mais surtout si le canal de Suez devient moins intéressant sur le plan économique que la route du Nord qui est prévue par les Russes, qui permettra de transporter des containers de Shanghai à Marseille avec 10 jours de moins, donc grosse économie, et ça sera possible probablement en 2050. Donc là, ce qui se passe en Arctique, c'est que la glace de mer, la banquise du Groenland, tout ça fond. Le Groenland, quand il va avoir fondu, il va fondre, ça c'est sûr. Est-ce que c'est 2100, 2200? Ça sera 4-5 mètres d'élévation du niveau de la mer. Bon, jusqu'alors on s'y faisait, on disait il ne va pas fondre tout de suite, ça sera nos arrière-petits-enfants, on pourra en reparler, on fera un autre numéro du point dans 100 ans. Voilà. Renaud Grand-Clément trouvera une bonne idée pour faire des forums quelque part au Groenland. Mais ce que nous avons vu, nous, avec Thomas Pesquet en Antarctique, c'est qu'hélas, les scientifiques nous ont montré que les glaciers de l'Antarctique, c'est 80% de la réserve d'eau douce au monde. C'est une bombe climatique terrifiante. Et jusqu'à là, c'était assez tranquille, parce que ça se réchauffe un peu moins. L'eau se réchauffant beaucoup, hein, on l'a vu quand on se baigne, 2 degrés en 5 ans en Méditerranée, 2 degrés. Eh bien, dans l'océan austral aussi. Et donc, vous avez des glaciers, notamment à l'ouest, le glacier de Thwaites, qu'on appelle, je ne sais plus comment, le glacier de l'Apocalypse, oui, qui fait en gros la taille du Grand Londres ou du Grand Paris, qui se détache. Et donc, il va fondre, et mécaniquement, ça va monter. Malheureusement, à l'est de l'Antarctique aussi, l'Antarctique étant 25 fois la France, la même chose se produit. Et donc, l'Antarctique, nous disent les scientifiques, c'est 59 mètres d'élévation du niveau de la mer, si jamais ça fond. Quand on va à Jakarta, moi j'y étais il n'y a pas très longtemps, maintenant le port de Jakarta, les gens marchent sur des sacs de sable et la capitale va déménager. Donc il y a un très gros sujet d'élévation du niveau de la mer qui va se poser à peu près partout dans le monde. Et on rajoute, parce que ça serait trop simple, puisque c'est du blanc qui disparaît. Et le blanc albédo reflète le soleil, reflète la chaleur. Expliquez, si je me permets, l'effet albédo, le blanc, c'est intéressant, parce qu'après, je voudrais qu'on parle du blanc et du cerveau, et puis aussi du bleu et du cerveau. Le blanc, c'est quelque chose qui... La couleur blanche, aujourd'hui, je dis toujours aux constructeurs français, ne faites pas des voitures de couleur. Aujourd'hui, il faut acheter des voitures blanches, parce que c'est même pas la peine comme ça de mettre de la clim. Le blanc va renvoyer, en fait, les effets, les rayons du soleil, je simplifie, voilà. C'est ce qu'on est bronzé, d'ailleurs. Voilà, l'effet albédo. Et en fait, ce blanc qui disparaît sur les calottes,
va en plus donc provoquer quoi? Les rayons du soleil vont rentrer et vont encore augmenter la température. Donc c'est le double effet qui se cogne. Donc vraiment là, on est en plein dans la période où il faut comprendre. Et alors, je vais reprendre 30 secondes, si vous me permettez ma casquette de politique. Quand on vous dit, voyez, on détruit le théâtre, on détruit des zones incroyables, on veut créer, on augmente la coulée verte. C'est l'inexcusable tort d'avoir trop tôt raison. C'est-à-dire qu'il faut absolument protéger. Aujourd'hui, on est dans un phénomène de protection et d'adaptation. On a besoin de verre, on a besoin de coulées vertes qui permettent de créer dans les 50 ans qui viennent des zones de fraîcheur, parce qu'on a le volet, bien sûr, important de l'adaptation aussi et de la protection qui va s'installer lorsqu'on est aux manettes. Voilà, c'est juste, et je referme la parenthèse, mais c'est aussi une parenthèse scientifique, l'installation de ces coulées vertes gigantesques dans les villes qui vont permettre le futur de la vie de tous les jours sur une cité méditerranéenne. Le blanc, vous avez été dans les pôles, vous avez souvent été dans ces régions. Sylvain Tesson avait fait un livre qui s'appelait Blanc et il racontait les infinies nuances du blanc et l'effet que ça avait aussi sur soi. Est-ce que quand vous êtes au milieu du blanc, du grand blanc, vous ressentez quelque chose en particulier? Est-ce que votre cerveau réagit d'une manière particulière donc? L'Antarctique, alors je ne parle pas du littoral où les croisières emmènent des gens pour voir les manchots empereurs. Enfin, je voudrais quand même dire un mot sur les manchots empereurs, parce qu'on parlait des espèces. Il y a environ 12% des espèces, il y a environ 10 000 espèces d'oiseaux, entre 200 et 400 milliards, comme je disais. Il y a quand même 12 à 15% d'espèces qui vont disparaître. C'est pas qu'ils sont, on va disparaître, ils vont disparaître, dont les manchots empereurs. Vous savez, ces manchots magnifiques, La Marche de l'Empereur, ces très beaux films qui ont... D'abord, quand vous êtes en face d'un manchot empereur, là j'en ai vu pendant... Il n'y a que ça à faire, d'ailleurs, pendant une semaine. C'est terrible parce qu'ils marchent comme vous. Enfin, bon, ils sont là, très, très émouvants. Ils sont très naïfs. Ils vont vers vous, pas trop, pas jusqu'au bout. Mais ils vous font confiance. Ils sont vraiment totalement émouvants. C'est vraiment à pleurer, d'aller voir. D'autant plus que cet été, ils n'ont pas pu féconder parce que la banquise s'était échappée. Donc, ils ne pouvaient plus aller se nicher. Et donc, les manchots empereurs vont disparaître en 2050. C'est quand même bon, on parle du dodo à l'île Maurice, mais là, manchots empereurs, c'est triste. Pour vous parler du blanc, oui, l'Antarctique, c'est une montagne, enfin, c'est 3000 mètres d'altitude. Donc, et ce qu'on appelle le pôle géographique, mais comme l'a rappelé Richard, il y a plusieurs pôles. Il y a le pôle magnétique, le pôle géothermique, le pôle géographique. Vous êtes à 3000 mètres d'altitude, donc déjà, vous respirez très très mal. C'est un effet ressenti à 3500 environ. Donc là, on fait 3 mouvements, et puis même en été, là j'étais donc en décembre, c'est l'été, en Antarctique, il fait moins 50 degrés quand même. Donc quand vous sortez, il vaut mieux d'abord être habillé. Et il ne faut pas qu'il y ait de tempête, parce qu'à un moment donné, avec Thomas, on a eu une tempête. On nous avait prévenu. Tout d'un coup, il y a ce qu'on appelle le blanc, c'est le blanc. Alors c'est terrible pour les hélicoptères qui sont là. Vous ne voyez plus rien. Et il ne faut surtout pas essayer de bouger, il faut mieux rester là, on a resté 20 minutes là, parce que si vous commencez à avancer, vous allez aller en général vers une crevasse, puis on vous dit adieu à ce moment-là. Donc c'est quand vous êtes en Antarctique, et moi j'avais ce sentiment-là, mais avec un astronaute c'est toujours mieux d'avoir cette confirmation, vous n'êtes plus sur Terre, vous êtes dans un monde où personne ne vit, invivable, à part ces oiseaux, à part ces manchots. D'ailleurs, au cœur de l'Antarctique, il n'y a pas un insecte, il n'y a pas une herbe, il n'y a rien. Et c'est immense, donc c'est très impressionnant, c'est très étouffant. Et en même temps, on sait que c'est là qu'une partie du monde se joue. C'est le point de bascule. Si ça tombe, et ça risque de tomber, nous, on va tomber avec. Voilà. Alors, je voudrais qu'on parle du bleu après avoir parlé du blanc. Pourquoi, moi, quand j'arrive ici et que je me plante devant la mer, immédiatement, je vais mieux? Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Alors, je vais être toujours pareil, je voudrais vous garder cette image de modeste et d'humble. Pas forcément que la mer, on va parler de la mer, bien sûr, et le cerveau, mais la montagne fait le même effet pour certaines personnes, que je connais très bien. Dans ma famille, lorsqu'elles vont en montagne, la nature leur apporte. Mais la mer, parce que d'abord, on est issu de la mer. Notre plasma correspond exactement, si vous voulez, si vous injectez de l'eau de mer à quelque chose près, bon, si elle est stérile, vous n'allez pas mourir. On a le même pourcentage de sel dans nos veines, en tout cas, et qu'on rencontre en mer. Donc déjà, ça nous rassemble. On baigne quand on est bébé, quand on est in utero dans l'utérus de nos mères, on baigne dans un liquide qui correspond à la mer. Donc tout ça, ça laisse aussi, je fais très simple, des traces. Et alors quand on se rapproche d'une immensité, plus ce qui est important, c'est quand il n'y a pas de repère, qu'il y a un horizon lointain.
lointain, ce qu'on appelle. Là, on a un sentiment de sérénité. Aujourd'hui, il y a des publications qui démontrent que on a, c'est le mot classique, moi j'adore le mot des grands-mères, vous savez, c'est le retour aux sources. Voilà, on retrouve là l'origine de plus le bleu. Alors le bleu, c'est ce qu'on appelle, c'est un faux ami. Pourquoi ? Parce que le bleu dans la journée, c'est super. Le bleu, c'est mais hélas, deux notions. Premièrement, la Méditerranée est bleue. Vous êtes tous contents de ce bleu méditerranéen, presque un bleu de clin, bon, un peu différent, mais presque un bleu de clin. C'est un bleu qui signale de pauvreté. De pauvreté, il y a peu d'animaux en flottaison. Quand vous allez dans les mers du Nord, les mers du Sud, c'est des mers vertes, superbes, qui sont riches en plancton, je reviens sur ça. Chez nous, le bleu, hélas, c'est un signe de désert. Pas tout à fait, parce qu'il y a quand même plus de 800 espèces en Méditerranée, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais mer quand même exceptionnelle. Mais ça, c'est déjà un signe. Et puis le deuxième, c'est parce que c'est un faux ami, je vous dis, parce que si le soir, vous dites, tiens, je vais me recréer la mer, il y a la plupart des réveils, vous savez, ces réveils qu'on installe dans la chambre aujourd'hui, qu'on dit numériques, sont bleus. On peut les régler, mais bleu. Mais le bleu, la nuit, c'est un ennemi. Parce qu'il empêche une hormone très importante, qui est la mélatonine, de nous assurer le sommeil. Donc surtout si vous avez un réveil bleu, débranchez-le si vous êtes insomniaque. Bon, sauf si vous avez envie de lire d'un trait d'aile, bien entendu, le livre d'Olivier, faites-le. Mais sinon, débranchez votre réveil bleu. Et il n'y a rien de mieux. Et c'est important pour l'enfant. Il y a même des études qui ont démontré que l'enfant, lorsqu'on laisse une savée, ses lumières, parce qu'il est angoissé, et si la lumière est bleue, il va devenir myope. Je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est compliqué, mais voilà. Donc ça veut dire qu'il faut dormir. On est fait pour dormir, pour le sommeil. Il y a toute une ambiance, il faut que ça soit calme, qu'il n'y ait pas un marteau-piqueur dans la rue. Et donc aussi, vraiment le côté sombre. Voilà. Vous voyez, c'est toujours pareil, c'est le livre de grammaire. Bien apprendre la conjugaison. Moi, j'ai une paire de draps bleus, là. Je suis inquiet, là. Oh là là, il va falloir changer tout ça. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont Ils des ne sont pas phosphorescents. Des draps bleus, mais alors tout s'explique. Tout le monde est en train de se dire, mon Dieu, Tout comment aller ma s'explique. chambre à coucher. Vous voyez, là, c'est une mauvaise interprétation, parce que j'ai pas dit, j'ai de la Oui, lumière bleue. C'est vrai. Par contre, ce qui serait pas bon, c'est d'avoir des draps rouges. Mais bon, c'est une autre histoire. Richard, parce que pour certains d'entre nous, les petites Saintes Vierges Luminescente. Je vais répéter, sans faire de religion, c'est pas bon. C'est bon. C'est pas bon. Il faut du sombre. Allez, la Sainte Vierge. Et hop, balayé. Bon, dans votre livre, cher Olivier, les animaux parlent. Alors, on est en 2048, enfin tout le monde est doté de parole, on se comprend, les animaux parlent, on se comprend. Alors on est dans une flamme, mais nous les comprenons dans le livre. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer que grâce à l'intelligence artificielle, en 2048, on sera capable de se comprendre avec les animaux ? L'année prochaine, on va comprendre. D'abord, on comprend. Enfin, il y a certains les perroquets. Qui sont les plus bavards d'entre eux, qui répètent, etc. Donc on sait très bien que quand même quand ils pépient, quand ils chantent, ils disent quelque chose. Ils se disent d'ailleurs, ils ne parlent pas tout seuls, ils s'expriment, ils rallient des communautés. Ils ont un sens formidable, les oiseaux, du collectif. Donc c'est là où ils sont forts, c'est qu'ils volent en escadrille, vous l'avez dit, ils volent ensemble ou pas, et ils se retrouvent, ils se font des signes, ils indiquent la météo à l'autre qui est derrière, etc. Donc c'est quand même... L'année prochaine, parce que depuis maintenant déjà 2-3 ans, à l'université de Vermont et ailleurs aux États-Unis, beaucoup de gens travaillent sur donc ce langage des oiseaux, donc qui va être grâce à l'intelligence artificielle reproduit, que nous pourrons reproduire, donc nous pourrons parler oiseaux, nous. Et vous savez, on est exactement au même point que l'égyptologie avec la pierre de Champollion. Vous aviez la pierre de Rosette. Et là, il fallait décrypter des hiéroglyphes, du grec, des motiques, et puis comprendre. Et puis tout d'un coup, la pierre de Rosette, elle a parlé, elle a raconté une histoire. Et donc, on va très vite, peut-être pas pour la 10e édition, mais disons la 11e édition du point Nice Neuroplanète, on pourra vous dire ce que... Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de sternartiques qui passent chez vous, mais ce que les mouettes se disent. C'est ce que nous disent les scientifiques, en tout cas. Mais pour la 9e édition... On a déjà, je crois, il y a quelques jours, au début, on a déjà parlé, on a déjà compris un certain langage des baleines. Les baleines, on sait
leur cliquetis des orques, bien. des rorquals. Comment vous Vous pouvez le refaire et en fait... Vous pouvez le refaire parce non, que ça je crois sera- qu'il y a eu un grand succès là dans la salle. Et en fait, Il si le vous fait voulez, bien, vous avez le cachalot a des cliquetis. Le cachalot, alors c'est un mammifère marin, mais ils ont une vie incroyable. Le vieux va rester derrière. Les bébés vont être au milieu parce qu'ils vont manger justement les poissons les plus riches et le vieux va avoir moins de choses à manger. Et en fait, on va les regrouper. Il y a de toute façon, ils vont se mettre, lorsqu'ils vont descendre, ils vont se mettre ce qu'on appelle en pétale. Et on en reparlera pour la 10e édition, vous verrez. Ça veut dire, et voyez, et nous on dit, c'est des mammifères marins. Pas du tout, ils ont un langage, ils ont même des langages différents. Ils se rencontrent jamais. Sous l'eau, le son va 6 fois plus vite. Donc il y a les équipes du Sud contre les équipes du Nord. Ils parlent, ils racontent s'il y a mieux à manger. J'arrête là, vous imaginez. Donc le langage, on commence à le découvrir, le langage des mammifères marins. Il existe un langage. C'est pas parce qu'on ne sait pas que ça n'existe pas. Malheureusement, on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne connaît pas et qu'on croit qu'ils n'existent pas. Une fois qu'on a compris ça, c'est un signe d'intelligence et d'humilité. Un des oiseaux les plus intelligents, semble-t-il, enfin, selon nos critères, c'est le corbeau, qui est pourtant pas considéré comme étant très sympathique, ni dont le cri est pas extrêmement charmant à nos oreilles, mais est absolument remarquable d'intelligence, avec un tout petit cerveau. Ils n'ont pas de cortex, moi je ne connais pas bien frontal, mais il y a un autre machin qui apparemment remplace. Ils ont de la chance, parce qu'ils n'ont pas de cortex frontal. Le cortex frontal, c'est le cortex des émotions, donc hop, associatif, ils n'en ont pas, donc comme ça, ils sont tranquilles. C'est ça, voilà. Mais eux, ils ont pas. C'est plus. Mais pour vous dire, ceux les plus vieux d'entre nous ici connaissent. Cousteau, la boîte, la pieuvre, Ouais. boîte en verre, un gros bouchon, une langouste. À l'époque, il n'y avait pas Brigitte Bardot, ne criait pas trop. On ouvre la pieuvre est capable de faire le tour de la boîte en verre. Ouais. Elle comprend tout de suite que la langouste, son repas est dedans. Elle enlève le bouchon en liège, elle rentre le bras et elle mange la langouste. Vous imaginez? Ouais. Il faut déjà comprendre. Moi, mon chien, il sait très bien quand je balance la balle, j'ai un jardin, je suis au premier. Il fait le tour complet des escaliers, il descend et il va chercher la balle. Et on va dire, c'est des animaux qui sont pas malins. Non, mais ils sont même en avance sur nous parce que j'ai. Ah, j'ai pas dit ça. Attendez, vous m'avez expliqué hier que quand même le mérou, il fait le changement de sexe depuis longtemps. Alors Olivier, il a déjà dit un petit mot sur le. Vous voyez, comme il a parlé un petit peu de la sexualité des poissons et il vous a dit que c'était pas triste. Il a raison. Oui, non, Alors la sexualité des poissons, on fera une émission, c'est pas triste du tout parce que le mérou, il est d'abord femelle. Alors je sais qu'aujourd'hui il y a le genre, mais enfin bon, il est d'abord femelle, après il passe mâle. Mais pour se reproduire, il faut qu'il y ait énormément de femelles, parce que sinon le taux hormonal justement n'est pas bon pour quelques mâles. Donc vous imaginez, si vous pêchez justement les jeunes mérous qui sont femelles, ben, vous n'allez pas pouvoir de reproduction. Je vais encore mieux, la girelle royale, mais ça on va rentrer, c'est le problème hormonal et c'est le problème de cerveau. La girelle royale, elles sont toutes femelles, elles sont super, hein, on a tous vu des girelles royales, hein, vous le savez, il suffit d'aller mettre la tête dans 2 mètres d'eau. Et en fait, la plus vieille va se transformer en mâle. Mais quelle chance elle a ou pas, c'est que la plus vieille qui s'est transformée en mâle, va empêcher les autres de se transformer en mâle par un problème hormonal. Elle va garder son harem. Vous imaginez, messieurs, hein, c'est voilà. Et on peut continuer comme ça. Et le monde marin. Mais alors, moi, vous riez. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille sur tout ce qui est neuro-hormonal. Le monde marin, tous les jours, nous apporte. Le requin, on en parlait, le requin ne fait jamais de cancer. Jamais de cancer chez le requin. Nous, on a tous des cellules cancéreuses, mais on les détruit. Lui, non seulement il est détruit, mais il est détruit au tout début, il n'y a jamais de cellules qui se développent. Et donc on travaille sur le requin. Airbus travaille sur le dauphin, sur la peau de dauphin. Le dauphin va à une telle vitesse qu'il n'a pas de vibration, il n'a pas, si vous voulez, de particules d'eau qui viennent frotter sur lui. Il est capable de faire, je simplifie au maximum, d'onduler sa peau en correspondance avec sa vitesse, et donc il gagne du temps. Et la société Airbus travaille justement sur cette façon de faire. En plus, il nous apporte tous les jours l'éponge est aujourd'hui déjà, l'étoile de mer a déjà été utilisée pour un produit anticancéreux, des glioblastomes, qui sont des tumeurs cérébrales hyper dangereuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on détruit la nature, plus on se détruit, même d'une façon égoïste. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment lourdement. Il faut que dès aujourd'hui, demain, quand vous sortez, vous deveniez ambassadeur. Que quand on interdit de prendre sa voiture et parce qu'on crée des zones sans voiture, il n'y ait pas trop de critiques parce qu'on veut aller chercher le pain ou amener ses enfants, si vous voulez, avec sa voiture. C'est qu'au contraire, il faut qu'on protège notre planète et qu'on descende les gaz à effet de serre. C'est essentiel. Olivier, lui, l'a vécu directement. Olivier, alors votre conclusion aussi, parce qu'après je crois qu'on va donner un peu la parole à la salle. Mais qu'est-ce Bon. que... Ben oui, quand même, un peu de démocratie, il faut que le public puisse s'exprimer. Voilà, on a une nouvelle génération dont on dit qu'elle est éco-anxieuse. C'est-à-dire que la question du réchauffement climatique l'atteint profondément. C'est vraiment la première génération qui est à ce point touchée. On dit même qu'elle est éco-anxieuse, donc elle développe des symptômes d'anxiété. Mais alors paradoxalement,
Est-ce que la nature, c'est pas aussi un formidable remède à l'anxiété et à la dépression? Si, alors je confirme, parce que c'est vrai que moi je reçois beaucoup de messages, étrangement d'ailleurs, de jeunes anorexiques, pas bien. Je reçois des messages, je me demande d'ailleurs que puis-je apporter, mais c'est frappant de voir que, alors certains peut-être à force de suivre des actualités, mais d'autres de manière vraiment vécue, très, très sincère. C'est pas... Et donc il y a cette éco-anxiété qui est présente. Elle ne peut être que croissante. Enfin, je ne veux pas être prophète de malheur, mais à l'aéroport de Nice, je crois qu'il y a quelques dizaines d'années, il y a déjà eu un tsunami, mais vous allez en avoir un autre en Méditerranée. Je ne sais pas si ce sera à Nice ou à Carthage ou quelque part en face, à Alexandrie, mais il va y avoir des phénomènes extrêmes. Pourquoi? Parce que les 10 milliards d'habitants que nous serons en 2050, nous sommes que 7 milliards 500 millions, comme vous le savez, vont pour les 75% d'entre eux vivre à 70 km d'un littoral. On se rapproche de la mer. C'est un phénomène, on l'a vu pendant le Covid, tout le monde se rapproche de la mer et on artificialise de plus en plus le littoral. L'artificialisant, tuant les petits fonds, les grands fonds, on va évidemment favoriser des phénomènes d'érosion. Il y a ce phénomène d'élévation de la mer dont je vous parle, il y a tous les tsunamis, il y a tout le réchauffement thermique, il y a les eaux usées évidemment, tout ça, et la rencontre entre l'homme, les hommes et femmes et nous, en 2050 va être dramatique. On le voit déjà, ces 12 États qui vont disparaître aux Nations Unies, sur quoi je travaille aujourd'hui avec les 192 pays, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de Tuvalu et de Kiribati, ces deux États. Ils vont être sous l'eau. Est-ce qu'ils vont continuer à avoir une existence juridique ou pas? Alors, on travaille à ça. Est-ce que ce qu'on appelle la zone économique exclusive qui sera sous l'eau leur appartiendra toujours ou pas? Donc il faut se préparer à cette disparition-là. Les grands ports chinois. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les grands industriels, les grands ports chinois qui représentent environ 40% de l'économie du monde maritime sont menacés aussi de subversion. Donc, tout ça se prépare de manière vraiment très inéluctable. Votre question, c'était autre chose d'ailleurs. Je suis parti sur. Oui, non, mais c'était sur la nature et aussi la vertu antidépressive de la contemplation de ce monde. Moi, je dois dire que j'ai jamais été d'abord aussi heureux depuis que je suis amoureux. Donc voilà, l'amour, c'est idiot à dire, mais l'amour unique, je sais pas, sentiment de pas mentir, de pas tricher, d'être un peu plus authentique. 10 fois plus heureux depuis que je regarde mes chats, j'en ai 2, Gaston et Didon, je vous présente, mais que je les regarde avec admiration. Jusqu'alors, ils étaient là, ils apportaient plein de bonheur dans la maison, etc. Mais là, je les regarde et vraiment, j'ai une relation avec eux qui est absolument incroyable. Depuis que, ayant écrit ce livre, je me suis passionné pour les oiseaux, je suis beaucoup plus détendu, beaucoup plus heureux. Et je relativise beaucoup aussi cette chose qui, paraît-il, devrait nous arriver, c'est-à-dire la disparition. Moi, je suis quand même rassuré de savoir que l'espèce vivante est là, qu'elle est inventive, que nous, on n'est quand même qu'une petite molécule vraiment infime. Et alors, on peut penser ce monde, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est la nature qui nous pense. Ce pourquoi, d'ailleurs, je suis rarement militant, mais je serais assez militant de la cause juridique, je pense, des animaux. Je pense que la personnalité juridique des animaux, comme la personnalité juridique des océans, une montagne, un glacier, voilà, un glacier, ils vont disparaître. En 2050, pardonnez-moi, je vous donne que des très très bonnes nouvelles pour ce samedi soir. En 2100, sur les 200 000 glaciers du monde, 100 000 auront disparu. En France, ça sera fini, il n'y en aura plus. En 2100. Le Kilimandjaro, allez le voir si vous voulez. L'Himalaya, c'est pareil, etc. D'ailleurs, dans mon roman, on visite, il y a des vautours qui ont moins de travail, évidemment, puisqu'il y a peu de touristes qui vont visiter ces grands sommets. Voilà, donc c'est dire que, en tout cas, je pense que ce rapport à la nature et ce retour de l'animal, qui est très présent partout aujourd'hui, je crois qu'on en parle beaucoup, ça nous fait un bien fou. La part de sauvagerie qui est en nous, je crois que le temps est fini de la chasse, le temps est fini de l'élimination, le temps est fini de la mise en cage, on ne porte plus de chapeau à plumes. Les oiseaux, il faut prendre un oiseau dans sa main, l'entendre battre son cœur. Et c'est vrai que vous vous sentez vraiment mieux, beaucoup moins tourné vers vous-même. Et donc, je recommande en effet des bains d'oiseaux et des bains de mer, des bains de requins. Merci beaucoup. Merci. On vous applaudit.
Et quand même, le jeudi, en tout cas à Paris, la lecture du point, qui fait du bien. Absolument. Merci. Voilà. Et alors moi, échange de bons procédés. Et moi, je vous recommande vivement la lecture de ce livre. Vous verrez, vous allez passer un moment absolument formidable. Et de prendre des animaux. Ce que vous avez dit sur les chats, moi je viens de perdre le mien, c'est un ami que j'ai perdu. Le chat, c'est quelque chose de pas croire exceptionnel. Merci. Et quand je bricolais, qu'une vis tombait, il mettait sa patte pour me montrer où la vis était. Bon. Moi, Alors. le mien vissait. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on a vécu un échange tout à fait exceptionnel, donc vraiment un immense merci. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes... Voilà, la conférence est officiellement terminée. Alors ce que je vous propose, c'est de prendre vraiment 2 questions très courtes, très très courtes, et d'avoir 2 réponses très courtes. Après, vous aurez aussi le plaisir de retrouver Olivier Poivre d'Arvor pour la signature de son ouvrage. Donc peut-être une question de chaque côté est vraiment très court, puisque le temps passe trop vite. Bonjour madame. Oui, bonjour et merci pour cette intervention passionnante qui nourrit la réflexion. Alors moi, je vais faire très vite. On parle de 2050, mais vous avez évoqué ces cataclysmes qui déjà malheureusement se sont produits. Je pense notamment au Medicate. Oui. Certains ont eu lieu en Méditerranée. Apparemment, on n'en parle pas beaucoup. Donc, je voulais avoir votre avis sur ce sujet. Et puis, également, juste deuxième petite question, parce qu'on a une vision finalement très anthropomorphique de ce qui se passe, mais est-ce que dans le monde animal, il y a aussi une anticipation ? Est-ce que... Voilà. Merci. Merci beaucoup. Une réponse rapide et on prendra une dernière question. Oui, alors la Méditerranée, elle va pas très bien, évidemment. Le réchauffement est plus fort qu'ailleurs, la pollution est plus grande qu'ailleurs, la masse de poissons se réduit de manière dramatique et en plus, le transport maritime va de plus en plus abîmer la Méditerranée. Donc, on crée, il y a des bonnes nouvelles, Pélagos, le sanctuaire Pélagos, avec Monaco, l'Italie, la France, il y a des corridors comme ça qui permettent... Mais alors, par contre, les cachalots et les requins et beaucoup de poissons, de cétacés sont très touchés par le bruit du transport maritime. Ça, c'est vraiment... Et donc, on parle aussi d'éco-anxiété pour ces animaux-là, qui sont extrêmement sensibles à ça. Et donc, voilà. La Méditerranée, elle va mal. Écoutez, il y a exactement 8 mois... pour ceux qui se baignaient en Grèce, ils trouvaient que l'eau était un peu chaude, mais au-dessus, en Turquie, il y a eu une montée de vapeur, un ouragan, et hop, en quelques heures, sans que la Méditerranée le sache, il y a eu 10 000 morts à Derna, en Libye. Comme ça. Donc ces phénomènes-là, on va les voir de plus en plus. Hein. Sans parler alors d'autres choses, mais si vous avez un bateau, attention à la Posidonie, qui est quand même extrêmement importante, etc. C'est un bien précieux. Je crois que vraiment... C'est un puits de carbone, on l'a dit, c'est l'oxygène, mais c'est vraiment aussi beaucoup de beauté qu'il ne faut pas détruire. Bien sûr, toutes les secondes en Méditerranée, 7 kilos de plastique. Comptez, top. 500 conteneurs par jour de plastique dans l'eau. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler. On est ensemble. Là, le déchet, la biologie, les poissons n'ont pas de frontières. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur l'Euroméditerranée, qu'il y a beaucoup d'associations qui travaillent avec le Nord et le Sud. Mais pour répondre à la deuxième question, vous dites les animaux, est-ce que les animaux ne s'adaptent pas, ils subissent. C'est comme les plantes, les fleurs, ils vont remonter, on va en trouver plus haut. Ils ne s'adaptent pas, mais ils vont subir le changement climatique et pour certains, vont disparaître parce qu'ils ne savent pas s'adapter. Et ils vont monter, ils vont changer de lieu, etc. Et c'est en fait, et ça par contre, on rentre dans, alors c'est un phénomène qui est très rapide, trop rapide, mais ça c'est classique, c'est-à-dire que l'animal va s'adapter en fait à son milieu. C'est pour ça qu'il faut protéger des écosystèmes aujourd'hui. On parle pas, il ne faut pas protéger l'animal, il faut protéger l'ensemble qui fait que l'animal vit bien dans son monde. Je vous remercie. 1 minute pour la question et la réponse. Madame, on vous écoute. Pour faire très bref, parce que j'ai déjà le livre, que va-t-il se passer au sommet de l'océan en juin 2025 à Nice et comment on peut s'engager à votre côté pour en faire une réussite ? Merci. Très rapidement. Oui, mais d'abord, je voudrais vraiment remercier Nice, plus d'accueillir ce sommet. On veut faire, c'est la communauté internationale, hein, donc c'est les grands chefs d'État, les pays que vous connaissez, la Chine, l'Inde, qui seront présents ici, etc.
on veut faire pour l'océan à Nice, qui a été fait à Paris en 2015 pour le climat, 10 ans après. C'est-à-dire un moment de bascule, de prise en compte. Donc pour dire rapidement, on veut arriver à ratifier un traité sur la haute mer. La haute mer, c'est 60% de la mer, 50% de la planète. Et donc on voudrait amener tous les États à ratifier ce traité qui va protéger, à travers des aires marines protégées, vraiment des zones considérables. On voudrait avoir pu signer un traité contre l'interdiction de plastique, de production de plastique à usage unique, pas directement lié à l'océan, mais tout le plastique se rejette par les fleuves dans l'océan. On voudrait évidemment avoir lutté, sinon définitivement, mais très fortement contre la pêche illégale, la pêche illicite, la surpêche. 30% de ce qui est pêché dans le monde est rejeté. Par exemple, la France vient d'inventer le plus grand chalut de mer à Saint-Malo, tellement grand, cette espèce de bateau immense de 120 mètres de long, qui ne peut même pas rentrer dans le port de Saint-Malo. Pourquoi ce bateau a été inventé? C'était pour aller pêcher je ne sais plus exactement quel est le poisson, mais enfin qui est peu utilisé, pour en faire cette chose absolument extraordinairement dégueulasse qui s'appelle le surimi. Qui est bon, on en mange de temps en temps, pour aller donc faire du surimi. Ils pourront pas rentrer dans le port de Saint-Malo, ils vont aller donc à Anvers ou à Rotterdam pour déposer le surimi, fabriqué en route avec une trace carbone incroyable, pour renvoyer par la route, par camion, le surimi à Saint-Malo. On a quand même encore des idées étranges. Merci. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça. Et donc à Nice, on va essayer de se mettre d'accord sur la gouvernance de l'océan pour en faire un bien commun. Bon, nous, on est assez soucieux de ça, mais il y a quand même des pays aujourd'hui qui n'ont pas forcément les moyens non plus de le faire, pour essayer de ne pas commencer à exploiter les grands fonds marins, puisque le grand projet de certains pays, c'est de se lancer à la recherche de l'exploitation des fonds marins. Et puis, pour deux autres choses, c'est de trouver des financements pour l'océan. Et puis, pour mettre la science au cœur de tout ça et de créer un GIEC des océans. Voilà. Merci. Et je rajoute un chapitre, parce qu'il je le tiens à cœur, il nous tient à cœur à la ville de Nice, c'est offrir la mer pendant cette période aux citoyens et aux enfants. On va vraiment pour leur montrer ce que c'est que la mer. Vous savez qu'il y a des enfants qui habitent pas très loin et qui disent « Oh, je suis trop loin » et qui ne savent même pas ce que c'est que la mer, qui n'ont pas mis le pied à la mer. Et on va se servir de cet événement, j'y tiens beaucoup, pour faire de la sensibilisation et de la découverte de la mer pour tous. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Et on a terminé sur une note positive. Voilà. Valérie Toragnan, c'est la clôture de cet événement. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup à tous les deux. Merci au public qui est venu nombreux cette année comme tous les ans. Il me reste à vous remercier encore, à vous dire à l'année prochaine pour une 10e édition encore plus spectaculaire. N'est-ce pas, mon cher Renaud? Merci. C'est super. Vraiment, tu es